Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 26 septembre 2020 pour le 206e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisque l'armée ukrainienne a repris les bombardements contre le territoire de la RPD, mais aussi l'évolution de la situation diplomatique et de la situation en Ukraine. Sur le plan militaire, eh bien, malheureusement, comme je m'y attendais, là, cette semaine, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 10 reprises, durant lesquelles elle a tiré 47 munitions. Il faut y ajouter les 3 violations et 5 munitions tirées durant les dernières 24 heures. Si durant la semaine, c'était plutôt du petit calibre, genre armes légères et lance-grenades, eh bien, pour la première fois depuis la trêve renforcée, l'armée ukrainienne a tiré des obus de mortier de 82 mm aujourd'hui sur Dolomite-Noye, donc qui est en périphérie de Gorlovka. Résultat, 15 maisons ont brûlé dans le village suite à ces tirs, et le ministère des situations d'urgence n'a pas pu se rendre sur place pour aller éteindre l'incendie à cause des tirs continus contre le village. En plus de ces violations du cessez-le-feu, les violations des autres points des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu se poursuivent, puisque l'armée ukrainienne a mené 9 tirs de provocation non dirigés vers la RPD cette semaine, mené 3 fois des travaux du génie pour modifier les positions des unités des 36e, 54e et 56e brigades des forces armées ukrainiennes, et utilisé des drones 2 fois. Donc tout ça, je le rappelle, c'est interdit par l'accord qui a été signé fin juillet. Malgré donc le respect de notre côté de la trêve, côté ukrainien, eh bien, les pertes hors combat se poursuivent, puisque cette semaine, ils ont eu quand même 13 blessés. C'est juste énorme, sachant qu'on ne tire pas. Et au rayon violation, l'armée ukrainienne continue de déployer des armes lourdes près de la ligne de front et près d'habitations ou d'infrastructures civiles. Cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 89 pièces d'armement lourd près de la ligne de front en violation des accords de Minsk, mais aussi des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Dans le détail, on a un système de missiles anti-chars automoteurs, un système de défense antiaérien OSA, 4 systèmes de défense antiaérien Strela 10, 7 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 38 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 4 véhicules de transport de troupes type MTLB, 14 véhicules blindés, 6 chars d'assaut T-72 et 12 chars d'assaut T-64. Et bien malheureusement, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne brouille de nouveau les signaux des drones de l'OSCE, principalement à 2 endroits, comme vous pouvez le voir sur la carte que je vous montre à l'instant. Je vais vous reparler aussi de Vassili Prozorov, cet ancien agent du SBU qui était passé en Russie. Il a dévoilé de nouveaux documents secrets issus de son ancienne carrière au sein du SBU. Ces documents révèlent qu'en 2014, l'Ukraine a voulu mener une provocation à l'arme chimique dans le Donbass pour accuser la milice populaire d'avoir utilisé donc ces armes interdites contre l'armée ukrainienne. Le premier document que je vais vous montrer, qui est issu de sa dernière vidéo, dévoile que malgré toutes les tentatives d'accuser la milice populaire de l'RPD d'avoir eu recours à l'arme chimique contre les fameux cyborgs, ces soldats ukrainiens qui combattaient lors de la bataille de l'aéroport et qui étaient soi-disant réputés comme étant invincibles. Malgré toutes leurs tentatives d'essayer de prouver une utilisation d'armes chimiques par la RPD qui expliquerait la défaite de ces soi-disant soldats invincibles, eh bien Kiev n'a pas réussi à trouver des preuves allant dans ce sens, ce qui l'aurait quand même bien arrangé pour justifier la défaite cuisante de ces fameux cyborgs contre d'anciens mineurs ouvriers. La deuxième lettre, alors elle est ultra secrète. Je vous renvoie vers mon article pour avoir tous les détails de tous les cachets qui sont sur cette lettre et qui montrent qu'on avait là un niveau de confidentialité extrêmement élevé. Et quand on lit le contenu, c'est vraiment étrange parce que ça parle juste d'une histoire de hangar qui contient des barils de chlore qu'il faut inspecter et donc évacuer tout ça. Donc un hangar qui se trouvait près de la ville de Lysychansk, donc dans la région de Lugansk, un hangar qui aurait été endommagé par des tirs durant l'été 2014. Et comme je vous dis, c'est très bizarre. Ce genre de courrier extrêmement confidentiel, c'est pour parler de choses extrêmement importantes et extrêmement confidentielles. Et là, le contenu de la lettre colle pas du tout avec le niveau de confidentialité. Et comme l'a dévoilé en fait Prozorov, lors de discussions avec d'autres officiers des services secrets ukrainiens, il a découvert qu'à l'été 2014, en fait, l'Ukraine a voulu mener une provocation à l'arme chimique en envoyant ses hélicoptères de combat bombarder ce fameux hangar.
en espérant en fait toucher les barils de chlore et provoquer un accident à l'arme chimique, hein, ce qui aurait fait de nombreuses victimes, tant parmi les miliciens de l'RPL qui occupaient ce fameux hangar, mais aussi les civils qui habitent à proximité, mais aussi à Lysychansk, qui est pas très loin, c'est une ville qui a quand même 200 000 habitants, plus les soldats ukrainiens qui étaient non loin et qui combattaient les miliciens qui se trouvaient dans ce hangar. Donc ça aurait fait quand même un bon paquet de victimes s'ils avaient réussi. Heureusement, les hélicoptères de combat ukrainiens sont dans le même état que le reste de l'armée ukrainienne. Et résultat, les missiles qui ont été tirés ont juste endommagé le hangar. Ils n'ont pas fonctionné comme il faut. Et ils n'ont pas réussi à détruire les barils de chlore. Mais une fois que ce plan foireux a été mis un petit peu dans les tiroirs, tout le monde a un petit peu oublié tout ça. Lysychansk a été repris par l'armée ukrainienne, mais un an plus tard, en 2015, Kiev s'est souvenu de ce plan foireux et a décidé en fait, de nettoyer les traces de sa tentative de provocation à l'arme chimique. Voilà, et d'où la lettre disant, voilà, allez vérifier où sont les barils et évacuer tout ça, hein, histoire de cacher les preuves. Donc ça en dit long quand même, hein, sur l'état de l'Ukraine et son côté état terroriste. Hein. Voilà, je dirais qu'ils étaient prêts absolument à tout. Hein. On va parler du processus de Minsk aussi, qui est complètement gelé. D'après certains analystes, cet état de fait devrait perdurer jusqu'en novembre. Il semble que Zelensky est pas très content envers Poutine parce qu'il n'a pas approuvé l'échange de prisonniers, parce qu'il n'a pas approuvé non plus la réunion des chefs d'État au format Normandie. Or, Zelensky, comme je l'ai dit, avait besoin de ces deux événements pour essayer de remonter son taux de popularité et surtout celui de son parti à la veille des élections locales en Ukraine. Donc pour l'instant, l'Ukraine joue la propagande à fond via la fameuse chaîne télévisée en langue russe qui s'appelle Dom, hein, mais bon, qui fait un gros flop, hein, parce que c'est vraiment de la merde ce qu'ils font. Et il semble qu'il y ait dans les plans de l'administration présidentielle ukrainienne simplement de déconnecter la RPD et la RPL des réseaux communs, donc c'est-à-dire réseau électrique, réseau de gaz et réseau d'eau. Donc ça, c'est quand même, ça en dit long, hein, sur leur volonté de réintégration du Donbass. Hein, je veux dire, quand tu es prêt à déconnecter complètement une partie de la région, bon, c'est que tu comptes pas récupérer la zone dans un avenir immédiat. Alors ils nous ont ressorti aussi l'idée de l'envoi de casques bleus sur la ligne de démarcation. Hein. Bon, ça c'est le bon vieux serpent de mer, hein. Ça fait déjà des années que ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. On a aussi une proposition de gouvernement international de transition qui a été prononcé par le chef adjoint de la délégation ukrainienne à Minsk, le fameux Witold Fokin, qui est plutôt, on va dire, pas anti-russe. Je pense qu'il va pas faire long feu, lui, dans la délégation ukrainienne. Voilà, enfin, je veux dire, c'est toujours les mêmes vieux serpents de mer, hein, voilà. Gouvernement international de transition, donc sous contrôle de l'ONU, casque bleu, voilà, puis bon, comme d'habitude, on va leur dire non, et puis ça reviendra dans 6 mois. Il semble qu'ils sont aussi prêts en Ukraine à empêcher toute élection dans le Donbass pour les 5 prochaines années. En clair, les accords de Minsk, c'est pas prêt d'être appliqué, ni demain, ni après-demain, ni l'année prochaine, ni à mon avis dans 10 ans. Et bon, on va toujours pas en voir le bout. On va continuer à avoir de la propagande ukrainienne pour essayer de faire croire que c'est l'RPD, l'RPL et la Russie qui bloquent le processus de négociation, alors qu'en fait c'est l'Ukraine qui continue de bloquer toute la négociation. Je vous en ai parlé la dernière fois, voilà, tant sur le plan sécurité, politique, économique, humanitaire. Tout bloque absolument parce que l'Ukraine vient avec des propositions débiles ou refuse de faire savoir sa position officielle de manière écrite. Bref, rien n'avance et à mon avis, c'est pas prêt de changer. Je vais refaire un petit point sur le coronavirus, puisqu'en RPD, on en est à 3284 cas, c'est-à-dire 292 de plus que la semaine dernière, dont 187 morts, 13 de plus, et 2049 guéris, donc 425 de plus. En RPL, on en est à 918 cas, c'est-à-dire 84 de plus que la semaine passée, 31 morts, soit 5 de plus, et 757 guéris, soit 39 personnes supplémentaires. Alors en Ukraine, ils continuent de battre des anti-records. Ils en sont à 195 504 cas, donc ils vont bientôt atteindre les 200 000. Là, ils ont eu donc 22 792 nouveaux cas en une semaine. Et ils en sont à 3 833 morts, soit 317 de plus que la semaine dernière. Donc eux, non seulement, ils ont toujours de plus en plus de nouveaux cas, mais ils ont toujours de plus en plus de nouveaux morts aussi.
On va parler aussi, on va dire, justice, forces de l'ordre contre espionnage, puisqu'en République populaire de Lugansk, les forces de l'ordre ont arrêté 2 saboteurs du SBU qui prévoyaient d'enlever un Italien qui vit sur le territoire de la République, Andrea Palmieri. Le scénario prévu était le même que pour Vladimir Tsemach, qui avait été enlevé en RPD, c'est-à-dire lui mettre la main dessus, le droguer, puis lui faire franchir la ligne de front illégalement, destination l'Ukraine. Et si le plan ne marchait pas comme prévu, le SBU avait ordonné à ses saboteurs d'éliminer leur cible, purement et simplement. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Andrea Palmieri, c'est un ancien volontaire italien qui a combattu dans la milice populaire. Avant de devenir homme d'affaires, il avait ouvert une boulangerie à Alchevsk et il s'est beaucoup investi dans l'établissement de liens diplomatiques entre son pays natal, l'Italie, et son pays d'adoption, la RPL. Alors il y a des rumeurs, je ne sais pas ce que ça vaut, je vous les donne pour ce que c'est. Je vous laisse choisir si ça vous semble logique ou pas. Mais la fameuse chaîne Telegram du Joker DNR a évoqué la possibilité que le but de l'Ukraine était peut-être d'utiliser Palmieri comme monnaie d'échange contre Markiv, ce fameux Ukraino-italien qui a été condamné en Italie à 24 ans de prison pour la mort du photographe italien Andrea Rocelli, près de Slaviansk, je vous le rappelle. Il avait été tué lors d'un bombardement délibéré de la zone où il se trouvait avec un journaliste français et son interprète. Donc l'interprète et Andrea Rocelli avaient été tués sur le coup. Le français William Roguelon avait été grièvement blessé. Il en a gardé des séquelles d'ailleurs, et il avait témoigné lors du procès contre Markiv. Et donc Markiv a été reconnu coupable de tirs délibérés contre des journalistes, ce qui est un crime de guerre. Et il a été condamné à 24 ans de prison, une peine qui n'a toujours pas été digérée par l'Ukraine, qui continue de faire des pieds et des mains pour essayer d'obtenir sa libération. Et c'est vrai que ça pourrait faire du sens d'imaginer qu'il capture un Italien côté Donbass pour essayer de l'échanger contre Markiv. Voilà, ça reste à vérifier, il n'y a aucune preuve qui étaye ça, c'est une hypothèse, une rumeur qui court en tout cas. Heureusement pour Andrea Palmieri, les saboteurs n'ont pas été très doués. Malgré leur repérage, Palmieri n'était pas à l'endroit où ils l'attendaient quand ils ont essayé de le kidnapper. Et donc, malgré ensuite le changement d'endroit pour éviter de se faire griller, ils se sont fait griller quand même. Et donc, ils se sont fait arrêter avec tout leur arsenal, c'est-à-dire armes à feu, seringues, ampoules de narcotiques, dans la voiture que le SBU leur avait fournie. La RPL a révélé l'identité des 2 hommes, l'un d'eux, Sergei Loukyanenko, espionné en fait depuis très longtemps pour le SBU, depuis 2016, d'abord au sein de la milice populaire où il a servi comme sniper, puis au sein du bureau du procureur de la RPD où il a aussi officié pendant plus d'1 année. Où il avait même installé un dispositif d'écoute, donc ça avait été très loin. Il était repassé après en Ukraine, où il avait fait la promotion du fameux programme du SBU « Ils t'attendent à la maison ». Donc c'est incroyable, mais qu'ils aient renvoyé ce gars-là en RPL pour mener une action de sabotage. Enfin, le gars, il est passé à la télé partout en Ukraine, donc sa tête, elle est connue. Donc ça veut dire vraiment qu'ils en ont strictement rien à faire des gens qu'ils rapatrient en Ukraine sous ce fameux programme. Voilà, vous êtes du consommable, ils peuvent vous envoyer au casse-pipe après pour faire du sabotage, du terrorisme, des kidnappings, de l'autre côté, et ils en ont rien à faire de ces gars. Donc ça en dit long quand même sur ce que vaut réellement ce programme. Bon, ils risquent quand même de passer tous les deux, lui et son complice, un bon moment en prison pour ce qu'ils ont fait. Et Andrea Palmieri a eu vraiment beaucoup de chance d'échapper au sort qu'a connu Vladimir Tsemach quand il a été capturé comme ça par le SBU pour essayer je rappelle, de l'impliquer dans l'affaire du MH17, où il n'avait rien à voir. Je vais parler brièvement, situation en Ukraine. Hier, un Antonov 26 militaire ukrainien s'était écrasé près de Tchouguev dans la région de Kharkov au moment de l'atterrissage. Il y avait 27 personnes à bord, il y a un seul survivant. Il y avait beaucoup de cadets à bord, c'est un des cadets qui a survécu. Il a en fait sauté de l'avion, ils étaient 2 à sauter de l'avion, mais il y en a un qui n'a pas survécu à ses blessures. Donc un seul sur 27 qui a survécu, 26 morts. Pour l'instant, la piste privilégiée serait le mauvais fonctionnement de l'un des moteurs qui aurait amené l'avion en fait à toucher la piste avec une de ses ailes et il s'est complètement désintégré sur la piste d'atterrissage. Zelensky s'est rendu sur place, il a rendu visite
au cas des survivants. Le ministre de la Défense ukrainien a déjà révélé le montant de l'indemnité qui sera versée aux familles des victimes, à savoir 55 000 $. Une enquête a été lancée. Pour l'instant, la zone du crash donc, est complètement bouclée pour plusieurs jours, le temps de mener l'enquête. Et en attendant, Zelensky a ordonné que tous les vols d'entraînement sur Antonov 26 soient suspendus en Ukraine jusqu'à ce qu'ils aient élucidé d'où venait le problème, pour éviter qu'il y ait d'autres morts. Mais bon, je pense que ça c'est un problème lié à l'état de délabrement des avions de l'armée de l'air ukrainienne, dont j'ai déjà largement parlé lors de mes sites rep, mais aussi dans mes articles, donc malheureusement rien d'étonnant. Mais bon, c'est triste pour les familles des victimes, qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Mais voilà, ça c'est l'état de l'armée ukrainienne post-Maïdan, malheureusement. Et je pense que c'est pas fini ce genre de catastrophe, vu l'état tant des avions que des hélicoptères, ou du reste de l'armement ukrainien, pour ne parler que des mortiers Molotov, les fameux broyeurs de soldats. Voilà, il y a plein de soldats ukrainiens qui meurent simplement à cause du mauvais matériel qu'ils utilisent. Je vais aussi parler d'un petit scandale qui a eu lieu, j'ai hésité à le mettre pendant ce temps-là à Kiev. C'est le chef de la diplomatie de l'Union européenne, ce cher Joseph Borrell, qui a appelé les autorités ukrainiennes à intensifier les réformes. Et alors, il a sorti dans la suite de sa phrase qu'il ne fallait pas prendre l'Union européenne pour une œuvre de charité ou un distributeur de billets. Alors, il a dit texto, comme je l'ai déjà dit au président ukrainien Vladimir Zelensky, l'UE n'est pas une organisation caritative ni un distributeur automatique de billets. La meilleure façon pour nous de soutenir l'Ukraine est d'aider à réformer le pays. Bon, depuis ça a fait quand même un gros scandale, cette phrase. Donc l'article dans lequel se trouvait cette phrase, la phrase a été modifiée. Malheureusement, c'est comme ça que l'Ukraine considère tant l'UE que les États-Unis ou le FMI, comme des distributeurs automatiques de billets. C'est ni plus ni moins. Il a exprimé ce qui est une réalité, tout simplement. Cet appel de Borrell, d'ailleurs, faisait suite à la constatation du ralentissement des réformes en Ukraine, suite au renvoi de ceux qui menaient les dites réformes. Je vous rappelle, entre autres, le départ du chef de la Banque centrale ukrainienne il n'y a pas si longtemps que ça, mais aussi à l'épidémie de coronavirus. Mais bon, ça en dit long quand même sur la perception que l'Union européenne a de l'Ukraine, qui est une perception assez juste, qui est de savoir que l'Ukraine passe son temps à mendier de l'argent, en fait, à l'UE, aux États-Unis, au FMI, à la Banque mondiale, et que Kiev prend toutes ces organisations ou institutions pour des œuvres de charité. Parce que de toute façon, il y a une bonne partie de l'argent qui lui est prêté que Kiev ne remboursera pas, ça c'est sûr. Et puis un autre scandale qui cette fois se retrouve pendant ce temps-là à Kiev, c'est le ministère britannique de la Défense qui a déclenché un énorme scandale en qualifiant l'Ukraine d'arrière-cour de la Russie lors d'exercices conjoints avec l'OTAN. Donc je vais vous montrer le screenshot du tweet, donc c'est la page officielle sur Twitter du ministère de la Défense, où ils ont publié des informations sur l'avancement des exercices conjoints, donc qui s'appellent Efforts conjoints 2020, qui sont des exercices qui sont menés avec les forces armées ukrainiennes. Et en voulant parler du largage de parachutistes britanniques près de Nikolaïev, ils ont lâché une bombe, en déclarant qu'ils ont atterri dans l'arrière-cour de la Russie. Le truc qu'il fallait pas sortir, quoi. Ce tweet a été commenté de manière très ironique par Yuri Tkachev, qui est un journaliste du Times of Odessa, qui a dit un tweet officiel du ministère britannique de la Défense a accompagné la nouvelle du débarquement de parachutistes dans la région de Nikolaïev dans le cadre de l'exercice Effort conjoint 2020 d'un reportage photo intitulé « Nous avons atterri dans l'arrière-cour de la Russie ». C'est juste pour que vous compreniez comment nous sommes perçus par nos partenaires occidentaux comme l'arrière-cour russe. Ils rapportent cela avec joie, cette même arrière-cour, donc l'Ukraine, qu'ils ont pressé, sous-entendu comme un citron. Bien joué, a-t-il déclaré. Alors ce tweet du ministère britannique de la Défense a fait un tel scandale que le ministère l'a supprimé purement et simplement. Heureusement, Rusvesna a eu le temps de faire un screenshot, une capture d'écran du tweet, ce qui a permis de montrer ce qu'ils ont essayé de cacher misérablement après le scandale. Mais ça en dit long. Je ne vais pas vous reparler en détail de l'affaire Navalny,
dans ce site rep, mais juste pour votre information, donc Navalny est sorti de l'hôpital, il est même parti se balader en forêt, en famille, ce qui montre que ce que j'avais dit lors de mon dernier article est totalement vrai. C'est de la flûte, il n'a jamais été intoxiqué ou empoisonné au Novichok. Si ça avait été le cas, il serait en fauteuil roulant, grabataire, il n'aurait pas pu se tenir debout dans les escaliers, il ne pourrait pas aller faire des balades en forêt avec femmes et enfants. Ça ne tient absolument pas la route. Ceux qui croient à cette version officielle, excusez-moi, vous avez un QI à 2 chiffres. Là, il faut arrêter les bêtises. Replongez-vous dans les exemples historiques d'empoisonnement réel au Novichok. Ça n'est pas possible. Une journaliste ukrainienne a même fait un debunking, elle aussi, de cette histoire. Elle a elle-même été dans le coma pendant plusieurs semaines et elle a expliqué, après une aussi longue période dans le coma, tu ne peux pas te mettre debout. Tu as une fonte musculaire importante, tu as des œdèmes au niveau des jambes, tu ne peux pas te tenir debout, tu peux pas aller te descendre les escaliers et aller te balader en forêt. Ça ne tient pas la route, donc même certains journalistes ukrainiens te disent cette histoire, c'est un conte de fées, c'est pas possible. Ça ne peut pas être réel, je veux dire, ça tient absolument pas la route. Donc elle a même pas tant étudié l'aspect Novichok que l'aspect coma pendant presque 3 semaines. Elle te dit, après une période pareille, il devrait être dans un état bien plus sévère et il ne devrait pas pouvoir se tenir debout et il ne devrait pas pouvoir aller marcher. Donc voilà, ça ne tient pas la route. Là, on a la preuve définitive que ceci, c'est un conte de licorne. Voilà. Vous pouvez arrêter de croire à cette bêtise. Voilà. Situation à suivre d'ici la semaine prochaine concernant les bombardements, puisque comme je le craignais, donc les bombardements ont repris. Là, aujourd'hui, reprise des tirs au mortier pour la première fois depuis que la trêve renforcée a été mise en œuvre. Et ça, c'est assez inquiétant. Je pense, comme je le craignais, que les bombardements vont reprendre petit à petit, en augmentant très lentement. Et que je pense qu'après les élections locales en Ukraine, on va avoir une hausse, je pense, beaucoup plus importante des bombardements parce que voilà, le cirque électoral sera terminé et Kiev pourra reprendre ses mauvaises habitudes puisque de toute façon, parti comme c'est parti, il voit bien que la réunion au format Normandie des chefs d'État, ils ne l'auront pas, que l'échange de prisonniers, c'est très mal parti parce que nous, on refuse de mener un nouvel échange de prisonniers si l'Ukraine ne mène pas le processus d'appurement judiciaire à son terme pour les prisonniers qu'ils nous ont déjà rendus. Donc voilà, Zelensky n'a plus de carotte derrière laquelle courir pour essayer de faire semblant d'appliquer les accords de Minsk, donc il fait même plus semblant. Voilà, tout simplement. Et c'est ce que je vous avais dit, il n'y aura pas de mise en œuvre des accords de Minsk, ni sous Zelensky, pas plus qu'il y en avait sous Poroshenko. Voilà la situation. Et donc je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.